Les rêves. Gagne ou perd, mais je suis sûr que tu pourras passer toute ta vie à en poursuivre un. Kentaro Miura. Beaucoup d'artistes n'accèdent à la notoriété qu'après leur mort. Ils vivent toute leur vie mus par un incompréhensible et irrésistible besoin de créer, sans jamais réaliser qu'ils n'étaient pas aussi seuls qu'ils le croyaient. Pour d'autres, l'attente n'aura pas été nécessaire. Le Mozart du dessin, le Michel-Ange contemporain, un roi parmi les souverains. Rien que de son vivant, Kentaro Miura a vendu plus de livres qu'il ne pouvait en compter, touché plus de personnes qu'il l'espérait, parlé à plus d'âmes qu'il en rêvait. Imaginez donc son impact maintenant qu'il nous a quittés. Et j'aime à penser que c'est parce qu'il lui a dédié sa vie entière que son œuvre vivra maintenant à jamais. Parce que s'il en est des merveilleuses qui arrachent un sourire aux plus déprimés, d'autres qui frappent assez fort pour réveiller un Maccabée, il est des œuvres qui ne cesseront jamais d'exister. Des œuvres qui impactent leur époque, redéfinissent un genre tout entier avant de s'immortaliser à jamais dans le panthéon de la culture de l'humanité. Messieurs, dames, aujourd'hui on vit, aujourd'hui on pleure, aujourd'hui on rit, aujourd'hui on meurt, aujourd'hui on parle de Berserk. Bien, commençons par l'indiscutable. Berserk est le manga le plus titré de l'histoire. Ok, c'est faux, j'ai menti, mais avouez que c'était ce que vous vouliez entendre. Et honnêtement, il n'est pas loin du record. En 88, le prototype encore un peu branlant de Berserk remporte le prix du Comic Manga School, l'un des plus grands concours internationaux, supervisés par des éditeurs influents venant tout droit de la Shueisha ou de Kadokawa. En 2001 et 2002, Berserk est l'une des œuvres recommandées par le jury de la division manga lors des 5e et 6e éditions des Japan Media Arts Festival, un événement dont le but est de faire rayonner la culture japonaise à travers le globe. Autant dire que pour représenter le 4e pays le plus prospère au monde, il ne sélectionne pas n'importe quelle œuvre au hasard. En 99, 2000 et 2001, le manga a été finaliste pour les 3e, 4e et 5e éditions du très prestigieux prix culturel Osamu Tezuka. On fait tout simplement pas mieux comme récompense. Avant de finalement remporter le prix d'excellence de la cérémonie en 2002, aux côtés d'un certain Vagabond et son Grand Prix. En 2007, il reçoit le prix du meilleur seinen à la Japan Expo Awards. En 2008, 2009 et 2013, le magazine Animeland lui décerne le Grand Prix pour le meilleur seinen classique. En tout, Berserk, c'est 14 nominations dans les plus illustres des concours, 10 titres remportés parmi les plus convoités, plus de 50 millions d'exemplaires écoulés à travers tous les continents. Et autant de fans prêts à vous arracher la langue si vous osez blasphémer. Puisque le fait d'armes le plus impressionnant du manga reste qu'il est l'intouchable numéro 1 dans le cœur de beaucoup. Mais aussi sur MyAnimeList, le site référence en termes de critique de manga. 9,47 sur 10 avec plus de 360 000 votes. Oui, je suis fier d'annoncer que, si certains encore en doutaient, Berserk est un succès comme rarement on en connaît. L'un des, si ce n'est le, manga le plus acclamé et aimé. L'obsession japonaise étant ce qu'elle est, il n'est pas surprenant qu'on se retrouve avec des dessinateurs parmi les plus talentueux de la planète. Le Japon est un vivier à prodiges unique au monde. Et au milieu de tous ces génies se distinguent toujours deux noms. Takehiko Inoue et Kentaro Miura. Le premier, on l'oublie, il ne nous intéresse pas aujourd'hui. Le second, comme les mœurs obligent, on l'ensuce. En sens, j'ai dit en sens. Bon, moi je vais pas vous mentir, j'y connais que dalle en dessin. Mais j'ai pas besoin de comprendre un broc pour réaliser la splendeur des planches de Miura. Très vite, le mangaka monte en puissance, jusqu'à atteindre un niveau céleste, tutoyant les plus grands artistes de notre histoire, ridiculisant quasiment tous ses compères. Chaque planche est un festin, une véritable œuvre d'art. Gorgée de détails, empruntant au baroque, dans un style réaliste au possible. Elle témoigne d'une maîtrise vertigineuse, d'un talent exceptionnel, d'une vie de travail. Prenez cette planche du chapitre 177 par exemple. Magnifique,
comme toutes, mais loin d'être mémorable. Une double page quasiment anodine, presque oubliable. Pourtant, elle atteste de l'habileté de Miura, qui tient plus des grands peintres que du simple mangaka. Notez comme il guide l'œil du lecteur, qui, lecture japonaise oblige, commence en haut à droite, descend le long de l'onomatopée pour offrir une première sensation, l'effet recherché sur cette illustration, puis parcourt le groupe d'enfants, minuscule dans cette forêt gigantesque, elle-même ridicule face à la bête qui la survole actuellement. Traits, composition, perspective, style, émotion, tout y est. Cette planche est superbe, en plus d'être une métaphore. Nous sommes ces enfants subjugués, perdus, dépassés par la grandeur de cette créature, allégorie du talent de Miura. Et peut-être vous demandez-vous comment, au juste, devient-on un artiste de ce calibre? Bonne nouvelle, la méthode est on ne peut plus simple. Il faut tout d'abord naître comme le fils d'une prof de dessin et d'un dessinateur de storyboard pour la publicité, respectivement Maman Miura et Papa Miura. Ensuite, il faut commencer à gribouiller avant de savoir parler ou marcher, le matin, avant d'aller à la crèche, pendant les cours à l'école primaire, le soir en rentrant, la nuit en dormant. Et, plus important encore, il ne faut absolument jamais arrêter, jamais se reposer. Chaque seconde passée à faire autre chose est une seconde de gâchée. Si votre main saigne parfois sans raison, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si elle vous parle, c'est que vous êtes taré. Une fois au collège, vous pouvez jeter tout le reste. À commencer par ces conneries de mathématiques. Il n'y a qu'une matière dans laquelle vous avez le droit d'exceller, les arts plastiques. Mais ça, c'est que le début. Quand vos gribouillis commencent à ressembler à quelque chose, c'est qu'il est temps de passer à la seconde étape. Il est maintenant l'heure d'étudier l'anatomie, de recopier, croquis après croquis, des dessins hyper réalistes du corps humain sous toutes ses formes, dans toutes les positions imaginables. Pour certains, c'est le travail d'une vie. Pour Miura, 6 mois suffisent. Puis, tant que vous êtes lancé, il convient d'enchaîner avec l'architecture et les paysages. Et là, bon courage, parce qu'il y a autant de boulot qu'il y a de style. Baos, baroque, bas jazz, barésille. Et ça encore, c'est clébé. On compte plus de courants d'architecture que d'étoiles dans la Voie lactée. Puis, une fois que tout ceci est maîtrisé, une fois que vous pouvez aussi bien dessiner les émotions complexes d'un visage tiraillé que le plus majestueux des palais, alors vous pouvez commencer à vous amuser. Ironiquement, dessiner des monstres n'est pas un jeu d'enfant. Pour qu'ils soient difformes, tout en conservant cette étincelle de crédibilité, il vaut mieux ne pas trop y coller. Et s'il y en a bien un qui ne boit pas, c'est Miu Miu, c'est Rara. Chaque apôtre jouit d'un design sur mesure, aussi inspiré que repoussant. Plus fort encore, comme il s'agit d'hommes et de femmes transformés en monstres par leurs propres rêves, leur forme devient une extension de celui-ci. Ainsi, la jeune fille prisonnière d'un calvaire développe des ailes pour s'échapper, quand le baron casanier devient une gigantesque limace. Maintenant, sauriez-vous me dire quelle est la chose la plus difficile à dessiner? Beaucoup s'accordent sur le fait que ce soit le mouvement. Et là encore, la gestion de Miura force le respect. Que ce soit quand les couettes de Jill volent au moment où la tueuse de dragons frôle sa tête, quand Guts fonce à travers la forêt, sa proie en cible, son long manteau noir peinant à suivre, ou encore quand il tranche 5 Kushan qui tournent dans les airs avec une intensité allant décrescendo. Miura affiche une maîtrise absolue, sans doute innée. Et encore, si c'était que les planches, à la limite, ça irait, mais il s'avère que sa mise en scène et son écriture aussi sont d'une qualité rare. Parce que le vrai génie de Miura est qu'il ne se limite pas au dessin. Le mini-arc des enfants disparus avec Rosine est loin d'être le moment le plus inoubliable de la saga. Et pourtant, que c'est bien foutu. C'est une collection de scènes mémorables, magnifiées par des planches d'une beauté fastueuse. Les retrouvailles entre Jill, jeune fille battue, et son amie Rosine, devenue reine des elfes, moment trognon, très vite interrompu par un trouble fait obsessionnel. La lutte éternelle et sans temps mort de Guts, qui manque d'y passer 3 fois en affrontant 2 créatures nauséabondes, et relève la tête en nage pour découvrir une vingtaine qui l'attendent, un filet de bave aux mandibules. L'arrivée de Farnèse et sa troupe, qui pourchassent le guerrier noir en le prenant pour le faucon des ténèbres, chose qui, connaissant le loustic, risque de pas trop lui plaire. La visite du pays des elfes par Jill et Puck, au départ attendrissante, puis très vite macabre. L'hésitation de la jeune fille entre un enfer qu'elle connaît et un nouveau. L'immondice des cocons, où les enfants kidnappés se voient lentement transformés. La sauvagerie du héros qui fout le feu au bordel avant d'en trancher un pour s'hydrater de liquide amniotique, et tant pis s'il y a des morceaux. La réaction du démon, choqué de comprendre qu'il a finalement affaire à un confrère. La manigance sadique et sauvage de Guts, qui utilise Jill comme appât pour en finir avec sa proie. La mort de Rosine, après avoir réalisé grâce à Puck que les elfes existent bel et bien. Instant doux amer d'acceptation, immédiatement tranché par l'émergence du gros taré de service, qui ne saurait tolérer même un semi-happy ending, tant qu'il est dans les parages.
Le fait que ce soit son tortionnaire de père qui sauve Jill du héros. Et la conclusion, magnifique, poétique et tellement sombre à la fois. Union d'espoir et de mélancolie, de douceur et de violence, de rêve et de mort. Sans oublier les pages de fin de chapitre, à l'image de Guts, noir, efficace, sans concession. Seul le titre de l'œuvre surgit dans un contraste brutal pour rappeler, au cas très peu probable où quelqu'un l'aurait oublié, quel genre d'histoire, au juste, Berserk est. Guin Saga, Hokuto no Ken, Akira. Conan le Grand, Evil Dead 2, Hellraiser, Terminator, Star Wars, La Rose de Versailles, Dracula, Sherlock Holmes, Dune, Heavy Metal, Le Cycle d'Elric, Les Contes des Frères Grimm, Cobra, Mad Max, Pygmalion, La Caste des Métabarons, Barbara, Robocop, Rampo, Dororo ou encore Street Fighter 2. Les inspirations de Miura sont légion, innombrables à vrai dire. Pendant sa jeunesse, il s'est abreuvé de fiction comme un alcoolique en manque de picrate. Il regardait tout ce qu'il pouvait, lisait tout ce qui passait à sa portée, s'intéressait à tout ce qu'il voyait. Que ce soit des seinen, des shonen, des shoujo, des productions hollywoodiennes ou encore des romans de fantasy et science-fiction. 12 mains ne suffiraient pas à dénombrer ses principales influences. Mais si toutes ont eu un impact plus ou moins important sur son œuvre, on en distingue 4 qui sortent du lot. Guin Saga, et oui, il faut que je fasse gaffe à mon élocution quand je prononce ce titre maudit, est une série de nouvelles d'heroic fantasy écrite par la regrettée Kaoru Kurimoto, qui s'est éteinte en 2009 après avoir écrit 126 volumes, un record. Pour résumer vite fait, ça parle d'un combattant exceptionnel à tête de léopard qui se réveille amnésique et part à la recherche de ses souvenirs sur divers continents. Ce qui me rappelle d'ailleurs l'excellent Dorohedoro et son protagoniste à tête de caïman, que je ne saurais trop vous conseiller. Miura a découvert la saga quand il était encore jeune et fringant, et il n'a jamais arrêté de les lire. Chaque mois, c'était son petit plaisir solitaire. En fait, il aimait tellement la série que c'est devenu pour lui la référence à laquelle il compare toutes les autres œuvres de fantasy. Hokuto no Ken. À son époque, c'est ce qui marchait, ce monde apocalyptique où Ken presse des points précis pour faire exploser ses ennemis. Ouais, je suppose qu'il fallait y penser. Forcément, pour un aspirant mangaka comme Miura, c'était un modèle à suivre. Et notre jeune Kentaro a eu la chance de travailler avec son auteur, cette ancienne légende du manga. Il a réalisé les planches de Japan, un seinen de science-fiction en un volume écrit par nul autre que Buronson. Et peu après ce premier succès, Miura se retrouva face à un choix. Soit il continuait à travailler avec le grand monsieur sur d'autres projets, soit il volait de ses propres ailes. Évidemment, on sait tous ce qu'il a choisi de faire. Dieu merci. Go Nagai, l'auteur de Devilman, Mazinger Z ou Violence Jack, pour ne citer qu'elle, a aussi exercé une grosse influence. On retrouve l'impact saisissant de ses dessins, comme l'ambiance générale et le dynamisme des planches dans le travail de Miura. Et pour finir, Akira. Un manga qui a inspiré bon nombre d'auteurs légendaires, notamment pour la fantastique composition de ses planches, les différents cadrages et les multiples points de vue. Miura avoue s'être beaucoup entraîné à recopier les illustrations de ce monument durant son adolescence. Mais le monsieur ne s'est pas seulement inoculé du divertissement en intraveineuse. Miura a passé le plus clair de ses journées à travailler, en recevant continuellement des actualités via la télé ou les journaux. Alors, au bout d'un moment, c'est le monde lui-même qui l'a inspiré. Si jusqu'au volume 5 il écrivait des choses qu'il avait vécues personnellement, rendant le début de Berserk très intime, après il a commencé à voir plus large, à vouloir retranscrire sa propre vision de ce monde. Le massacre au Rwanda de 94 a par exemple fortement influé sur son manga, puisque peu après il abordait la psychologie de masse dans l'arc Conviction via Mosgus et sa foi contagieuse. Miura voulait parler d'actes, de comportements et de choses que lui-même ne parvenait à comprendre. Et au final, s'il est difficile d'énumérer toutes les inspirations de Berserk, il est impossible de compter tout ce que lui a inspiré. À commencer par la série des Dark Souls, qui, sans Miura, serait un jeu kawaii tout plein où un jeune apprenti magicien et son pote la taupe lanterne font des... Non, attendez, je me gourde de Miyazaki là. En tout cas, ça serait pas pareil. Et idem pour Vinland Saga, L'Attaque des Titans, Black Clover, Final Fantasy VII, Baccano, Durarara, Blue Exorcist, Castlevania, Devil May Cry ou encore Dragon's Dogma. Comme l'a dit ce bon vieux Malraux, la culture est l'héritage de la noblesse du monde. La seule force que nous ayons en face de l'élément de la nuit, c'est précisément tout ce qui en nous échappe à la mort. Berserk est rempli de culture.
Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le château du baron Serpent s'inspire de l'Alcazar de Ségovie, l'une des forteresses les plus remarquables d'Espagne en raison de sa forme rappelant la proue d'un navire. Que celui du chapitre 11 se base sur le château de Vaux-le-Vicomte, une bâtisse construite par les tout meilleurs architectes de l'époque pour le surintendant des finances du roi Soleil, un premier jet de qualité avant Versailles. Que la dimension parallèle des God Hand est la lithographie représentant la relativité d'Escher, œuvre mondialement connue et reprise des milliers de fois, que ce soit dans Squid Game ou les Simpsons. Aussi artistique que scientifique, elle fascine de par son interrogation sur la gravité et, comme son nom l'indique, sur la relativité. Un terreau parfait pour diviniser davantage les terrifiantes créatures lors de leur première apparition. Que le sabre de Zod est une rame d'Ao, une épée à deux mains traditionnelle du Bengale encore utilisée de nos jours. Cette lame très lourde et incurvée est conçue pour pouvoir décapiter un buffle d'un seul coup. Que le portail de la maison Vendémion s'inspire de celui du palais du Belvédère. Que le temple de Ganishka ressemble au Panthéon de Rome. Que la salle dans laquelle Guts et Serpico s'affrontent se base sur la mosquée cathédrale de Cordoue. Ou encore que l'apparition d'Ubik se fait dans le corps de l'homme arbre de l'enfer du tableau de Jérôme Bosch, le jardin des délices. Et la voilà, pour moi, la planche la plus impressionnante de tout le manga. Du moins, celle qui m'a le plus marqué. Celle qui témoigne le mieux de la culture sans borne de Miura. Dans un chapitre pivot presque intégralement constitué de doubles pages, les God Hand apparaissent les uns après les autres sur des planches aussi magnifiques que singulières. On aperçoit d'abord Slan, allégorie de la luxure, au second plan d'une image saturée de corps nus. Conrad, en gros plan, symbole de pestilence, émergeant de milliers de rats. Puis Ubik, qu'il faut chercher sur une planche magistrale et bourrée de détails. Et nul besoin de connaître l'œuvre originelle pour comprendre que celle-ci s'inspire d'un grand tableau, qu'elle renferme plus qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Avant de terminer, par souci de contraste, sur un gros plan extrême du cerveau de Void, leader de la joyeuse troupe. Sans même parler des dessins en eux-mêmes, rien que la composition du chapitre démontre une maîtrise hors du commun. À travers les 40 tomes, ça reste l'un des moments qui m'a le plus subjugué, le plus ébloui. Rarement ai-je eu le plaisir d'enchaîner des pages aussi éminentes, aussi sublimes, aussi habiles. Rarement ai-je vu quelqu'un dévoiler son immense culture de manière aussi subtile. Et s'il vous faut encore une preuve du génie de Miura, il suffit de lire l'interview avec Yuji Kaku, l'auteur du sympathique Hell's Paradise. En une phrase, l'ancien éditeur devenu mangaka révèle sans gêne ce que tout le monde savait déjà. Waouh, monsieur Miura, je m'attendais à ce que vous ayez 200 de QI, mais je vois que j'étais encore loin du compte. Et que serait un classique de la dark fantasy sans son lot de créatures immondes? Eh bah pas un classique justement. Alors que les aficionados de monstres se réjouissent, car Berserk brasse tout un pan de plusieurs cultures. Surtout à partir de l'arc Falconia où Miura s'en donne à cœur joie. Folklore écossais, gaélique, nordique, tout y passe dans un melting pot aussi féerique que fascinant. Au menu, on retrouve les incubes, ces petits blobs qui martyrisent Guts et le pauvre Puck dans leurs rêves pour se nourrir de leur peur. Les trolls, sorte de Visigoths de la fantasy, ils sont poilus, sanguinaires et répugnants. Les trolls ont une conception très personnelle de la propriété. Leur devise est « ce qui est à toi est à moi ». Ils ne sont pas bien intelligents, même si certains manient la fourche, pas bien grands, à une ou deux exceptions près, mais ils compensent ses faiblesses par la force du groupe. Ils se baladent tout le temps en meute d'une cinquantaine à plusieurs centaines d'individus pour piller les villages sur lesquels ils ont le malheur de tomber. Par chance, on peut les sentir bien avant de les voir. Les ogres. Et alors là, croyez-moi, en 20 ans de manga plus ou moins obscurs, j'en ai vu des dégueulasseries. Mais le design de ces créatures est cauchemardesque. Genre sérieusement, comment peux-tu imaginer une telle chose? Y a rien qui va. La longue tête difforme, ambiance phallique, le trou à mi-chemin entre nez et évent de baleine, la bouche triangulaire immonde, et comme si ça suffisait pas, Miura s'est dit « Tiens, et si je lui rajoutais des défenses ?» Le Kelpie, un cheval marin issu du folklore irlandais. Moins célèbre que son cousin le léprechaune, il fait aussi moins peur, avant d'apprendre que son petit péché mignon est de dévorer des êtres humains. Miam. Il offre un combat épique à Serpico où chacun use de son élément, puisque le cheval ondin manie l'eau. En plus de profiter d'une langue à rallonge, le Kelpie s'avère bien plus fourbe que son cousin épique. Ne vous fiez pas à son apparence, son QI dépasse sans mal celui d'Isidro. La saleté a en effet la présence d'esprit de recouvrir ses proies d'une fine couche d'eau pour les noyer. En plus, comme ça, le repas est déjà lavé, il n'y a plus qu'à se régaler. Les lutins des mines. Bon, eux honnêtement, on va pas se mentir, ils servent à rien. Les Daka. Oh, qui sont mis... Ah ben non. Si les trolls semblaient monstrueux, c'est parce qu'on n'avait pas encore eu le plaisir de découvrir les Daka.
Ces démons sont créés artificiellement avec une béhérite maison, faite en véritable peau d'apôtre qu'on remplit de liquide amniotique avant d'y plonger des femmes enceintes. Sacré délire. Et sacré résultat. De vraies petites teignes qui doivent coûter cher en dentiste. Heureusement que papa est un empereur. La baleine de l'enfer. Ouais, là, je commence à me dire que Miura doit avoir des nuits bien agitées pour songer à un truc pareil. Je sais même plus quoi dire sur cette baleine éléphant démoniaque, à part qu'on la surnomme l'ogre des mers, et qu'une seule d'entre elles est capable de couler 10 navires de guerre. Et avec ces quelques exemples, je n'ai fait qu'effleurer le bestiaire de l'œuvre. Mais comme je sens que ça va prendre une plombe à ce rythme, on va abréger. Puisqu'on compte également des hommes crocos, des hommes éléphants, des golems de terre, des bonhommes de neige, des trucs que t'as pas envie de croiser, des dragons, des gobelins, des squelettes, un cavalier sans tête, un ptérodactyle, une hydre, des licornes, des harpies, un poulet mutant, les Jotun, et bien sûr, la pire créature d'entre toutes. L'homme. Bon, je vais pas vous la faire à l'envers, j'ai jamais vraiment pigé la magie de Berserk. La première fois, j'ai lu ça en diagonale sans trop m'y attarder. De base, c'est pas franchement comme ça que je l'aime ma magie. Moi, je la préfère dans une casserole. Mais il faut quand même reconnaître qu'elle a le mérite d'être à la fois originale et intrigante, puisqu'elle explique la nature profonde du monde à la fois sombre et merveilleux de Berserk. Et celui-ci se découpe en 3 parties. Tout en bas, il y a le monde physique, celui des mortels, avec Isidro, Farnèse, Elon Musk, Shakira, la tarte aux myrtilles ou encore le Jokari. Celui-là, normalement, on le conceptualise assez bien, il devrait pas trop poser de problème. Juste au-dessus, il y a l'interstice entre le monde mortel et le monde astral. Guts, Casca, la maison de Flora, où le Qliphoth y réside. Ils ne font véritablement partie d'aucun des deux mondes, ou plutôt appartiennent aux deux à la fois. Encore au-dessus, il y a le monde astral, celui des rêves et des cauchemars. C'est là que siègent des créatures mythologiques comme les elfes, les trolls, les dragons et tout le tintouin. C'est aussi là-bas que les apôtres se pètent le bide pendant les éclipses. Et au sommet du monde astral, il y a les trucs qui font vraiment pas plaisir. Le vortex des âmes, les God End ou les rois élémentaires. Je sais pas à quoi ressemble un samedi soir là-bas, mais ça doit pas être beau à voir. Enfin, la dernière strate s'appelle le monde idéal. Ici, c'est le bordel. Basé sur la théorie des formes de Platon, c'est la terre des concepts parfaits et immuables, qui ne sont qu'imités dans le monde matériel. On y trouve par exemple l'idée du mal que Griffith rencontre dans le chapitre oublié. J'y reviens un peu plus tard. Pour faire simple, la magie de Berserk consiste donc à se rendre dans le monde astral pour faire du porte-à-porte. Mais là, c'est pas pour vendre des cookies. À la place, on demande aux esprits élémentaires, voire aux rois sacrés si on se le sent, de filer un petit coup de pouce. Et comme elles n'ont strictement rien à faire de leur journée, ces grosses feignasses, elles finissent par accepter. Il est intéressant de noter que Miura a créé une magie plutôt soft, dans le sens où nous ne connaissons pas toutes les règles, ce qui lui permet de surprendre ses lecteurs quand il le souhaite sans dénaturer son univers. En plus de vouloir conserver une part de mystère, de mysticisme à son monde, il semblerait que l'auteur veuille nous faire rêver. Ou peut-être devrais-je plutôt dire cauchemarder. La symbolique, c'est ce qui fait passer une œuvre de pas trop dégueulasse à « Ouah, sa mère, c'est quand même vachement bien foutu cette connerie hein ». On en retrouve partout, pour peu qu'on sache la remarquer. Que ce soit dans le swoosh du logo Nike, elle stylisée de la déesse de la victoire, dans la toupie de Cobb, barrière entre rêve et réalité, les oranges du parrain, les roses d'American Beauty, ou encore dans le volume 13 de Coq de combat, qui voit se dérouler l'affrontement fatidique entre deux hommes, dont le seul point commun est la haine qu'ils se vouent mutuellement. Un tome sans dialogue, mais qui s'apprécie comme un bon vin, puisque chaque page, chaque case est un symbole en soi. Un volume que j'ai lu il y a 15 piges, mais qui m'a marqué à vie, de par son intensité, sa beauté et sa fausse simplicité. Évidemment, Berserk n'est pas en reste. En plus d'aborder des thèmes nietzschéens tels que la nature humaine ou le rapport entre l'homme et le divin, le manga est bourré de symboliques, de contrastes et d'images si fortes qu'elles n'ont plus besoin de mots. Les symboles les plus évidents et récurrents restent les animaux totems de nos deux protagonistes. Le loup noir pour Guts et le faucon blanc pour Griffith. Ça peut sembler un peu bateau, voire simpliste, mais que nenni messire. Plus j'y songe et plus je me dis qu'il est quand même balèze ce Miura. Le bougre ne peut pas s'empêcher de jouer sur les contrastes. Guts est un anti-héros, surtout dans les premiers tomes où c'est flagrant. Il s'adoucit un peu au fil des volumes, mais il conserve cette rage qui le guide et fait de lui le berserker que le titre nous a promis. De son côté, le loup revêt de nombreux sens. Il peut aussi bien représenter la solitude que la communauté. C'est bien connu qu'ils vivent en meute, mais savez-vous pourquoi on parle de loup solitaire ? Précisément parce que tout comme nous, les loups sont des animaux sociaux par nature. C'est dans leur ADN. À un point où un spécimen qui fait bande à part devient tellement anormal qu'il crée direct une expression.
Si certains parleront de noblesse, les loups incarnent aussi le mal et la sauvagerie. On parle de grands méchants loups dans Le Petit Chaperon Rouge, ou que l'homme est un loup pour l'homme. Même si cela est parfaitement injuste, sa réputation reste exécrable. Vous n'avez qu'à demander à Liam Neeson ce qu'il en pense. Guts apparaît sauvage et solitaire. Faut dire qu'il n'a pas franchement eu une enfance facile. Mais l'est-il réellement? Que ce soit avec la bande du Faucon, ou plus tard avec Puck et Isidro, il réalise, souvent trop tard, que c'est ce qui lui convient, ce qu'il lui faut, que la compagnie était ce qui lui manquait depuis tout ce temps. Ainsi, la double nature du loup l'englobe parfaitement, surtout une fois qu'elle entre en opposition avec le faucon, symbole de liberté incarné par Griffith. L'un reste à terre, prisonnier de la gravité, tandis que le second vole aussi haut qu'il le souhaite, affranchi de toute contrainte. Un tournant du manga survient quand Griffith se réincarne. L'auteur dit littéralement qu'on se trouve à la moitié de l'œuvre, à un moment charnière. Et pour la première fois, les couleurs des pages de fin de chapitre sont inversées. Fond blanc avec une typo noire. Classe. Et en même temps un petit peu rageant, parce que si Miura nous avait déjà habitués à des masterclass visuelles, voilà Tipa qu'il se met en plus à en faire des narratives lors de la renaissance du Faucon. Seul Guts, une moitié de Casca et le lecteur savent qui est véritablement Griffith. Que son aura, claire, pure et éblouissante, n'est qu'une façade. C'est vraiment malaise pour nous, les seuls à réaliser qu'une lumière aussi vive cache forcément une ombre encore plus grande. Les seuls à savoir qui est le véritable antagoniste de cette histoire, pendant que le monde entier s'agenouille devant lui. À commencer par le pape, censé incarner l'être le plus proche du divin, qui se prosterne autant qu'il est humainement possible, non pas devant un dieu, mais le diable. J'adore l'ironie. Griffith en devient un personnage presque manichéen, devenu le héros des hommes, à l'exception d'un seul. Celui qui n'hésite pas à laisser parler sa rage et ses pires sentiments pour commettre 12 saloperies par chapitre. On se retrouve donc avec un anti-héros et un anti-vilain. Bordel que c'est pas clair, bordel que c'est fascinant. Puisqu'au départ, le premier semble être une ordure, et le second, lui, passe pour un saint. Et à mesure que les chapitres, événements et années défilent, tandis que le faucon blanc se teint rapidement de noir, le guerrier noir, lui, se teint lentement de blanc. Mais pour obtenir une symbolique suffisamment forte qu'elle en gerbe des pages sans qu'on ait besoin de se poser la moindre question, faut connaître un moment de grâce sans précédent. En général, cela n'arrive qu'une fois par œuvre, aussi grandiose soit-elle. Dans Berserk, cela survient à au moins 2 reprises. La seconde, pendant l'exploration de la psyché de Casca au volume 40. On découvre Guts, version clébard, qui traîne son fardeau. Casca, poupée brisée enfermée dans le cercueil du mutisme, dont il faut retrouver chacune des pièces pour la reconstituer. Le chemin est jonché d'obstacles, de monstres et de ronces. Et au-dessus d'eux, plane l'ombre d'un faucon, non pas blanc, mais noir de jet. Un grand moment, que ce soit visuellement, scénaristiquement ou symboliquement. Mais qui n'arrive pourtant pas à la cheville de celui qui suit. Pour moi, Berserk culmine avec une intensité rarement égalée à travers la fiction au volume 33 et 34. En une petite vingtaine de chapitres, on enchaîne des moments tous plus forts les uns que les autres. L'empereur Ganishka, qui devient l'avatar de tous les maux, et épouse enfin la taille de son ego démesuré, avant de détruire cette terre dont il rêvait de s'emparer. Le chevalier blanc, qui vient sauver le monde sur son fidèle destrier. Les apôtres et les hommes, qui s'unissent et se battent ensemble sous les ordres de Griffith. Le rappel éclair et terrifiant de la véritable nature du faucon déchu. Puis, la fin de cette guerre, de cette ère, de ce monde et de cet arc. Avec l'introduction du prochain et dernier, Fantasia. Une ode sincère, totale et magistrale. Une lettre d'amour grandiose à la fantaisie. Sans oublier la création de Falconia, cité de lumière, créée par l'être le plus sombre qu'il soit. Un paradis, érigé par le roi des démons. Et voilà ce qu'est Berserk au final. Un contraste permanent, la définition même d'un oxymore, expliqué en pages si belles, si vives, si violentes, que chacune devient un véritable symbole. Guts a 24 ans et nous vient d'un arbre lugubre. Il est allergique aux démons, n'aime pas trop les Donovan, mais adore trancher des trucs. Il y a les anti-héros et il y a Guts.
Celui qui, dès le volume 3, se sert de la fille du baron Limas comme d'un bouclier humain avant de poignarder la moitié de tête découpée de son père devant ses yeux une bonne douzaine de fois. Puis, quand la jeune fille menace de se foutre en l'air, il l'encourage et lui fournit même le couteau. Je pense qu'on peut donc dire sans se tromper que c'est pour lui qu'a été inventé le terme de petit polisson. Alors non, Guts n'a pas été inspiré par H Devil Dead 2 ou par Götz von Berlingen, un ancien mercenaire allemand bien badass et sans doute fan de FMA, puisqu'après avoir perdu une main, le Coco s'est forgé une prothèse métallique et a ainsi hérité du doux nom de main de fer. Ça semble gros et pourtant Miura a confirmé qu'il s'agissait de coïncidence, une goutte de sueur sur la tempe. Sa célèbre épée, la tueuse de dragons, s'inspire du spin-off de Grosse-Guin Saga, Snow Queen et de Pygmalion. Et avec son bras couteau suisse, c'est tout ce que Guts était au départ. Miura croyait dur comme fer dans les concepts forts, les idées canons, les projets qui parlent immédiatement au plus grand nombre. Un type de 2 mètres avec une épée encore plus imposante que lui, qui découpe absolument tout ce qui croise sa route. Que ça séduise d'entrée ou pas, c'est le genre d'image qu'on n'oublie pas de sitôt. Oui, c'était tout ce que Miura avait, et c'était tout ce dont il avait besoin. Jusqu'au volume 3, le mangaka ne savait pas trop où il allait. Il souhaitait vaguement dessiner une histoire sur la colère sans trop savoir quoi en faire. Puis, l'idée de parler de vengeance lui est finalement venue. Les God End sont apparus, mais on connaît la suite. Un sage a dit un jour, au fond, nous sommes tous des crèmes brûlées. Avec le temps et les sales expériences, on se forge une carapace de caramel pour protéger l'intérieur crémeux. Dans le cas de Guts, sa carapace porte un nom, l'armure du berserker. Forgée par le nain Anar, cette armure n'est pas comme les autres. Pas parce qu'elle est stylée, mais plutôt parce qu'elle plante un millier d'épines dans la chair et les os de son porteur pour le forcer à faire des pirouettes dans tous les sens. Et c'est quand même dingue qu'elle apparaisse dans le volume 26, 13 ans après la publication du premier chapitre. Un power-up aussi inattendu que nécessaire qui approfondit davantage l'univers de l'œuvre. Parce que ce qui est encore plus surprenant, c'est que, fut un temps, elle appartenait au très mystérieux Skull Knight. Autoproclamé ennemi des Inhumains, celui-ci pourchasse les apôtres depuis plus d'un millénaire. Son véritable nom est Gaiseric le Conquérant, en référence au roi des Vandales responsable du pillage de Rome et, dans une certaine mesure, de la chute de l'Empire. Plutôt approprié, vous en conviendrez. Puisque dans Berserk, le bonhomme forgea le sien d'empire à travers tout le continent, après avoir soumis une dizaine de pays à la tête d'une armée sortie de nulle part. La légende raconte qu'il érigea une gigantesque cité à la sueur de paysans fouettés et taxés à la mort, ce qui lui valut la visite inattendue de 5 anges. Et l'immense royaume disparut en une seule nuit. Difficile de s'assurer de la chronologie des 2 événements, mais ce qui est sûr, c'est que Gaiseric, à l'instar de Guts, eut droit à son propre sabbat, où il perdit femme et royaume. Par contre, lui eut affaire à une ancienne génération de God End. Mis à part Void, les 4 autres étaient radicalement différents. C'est dans le chapitre 362 qu'on découvre les versions fucked up de Poséidon et d'Artémis. Un machin vraiment choqué, sans doute par le dernier vraiment choquant. Honnêtement, à l'instar des araignées qui, on ne va pas se mentir, sont un peu les apôtres de notre monde, ces choses ne devraient pas exister. Une pensée qui semble partagée par le roi squelette, qui a bien compris que le mieux quand on veut que quelque chose soit fait, c'est encore d'avoir une épée faite de béérite. Mais je m'égare, puisque je suis censé parler de Guts dans cette partie. Et même s'il semble devenir le descendant spirituel du Skull Knight, notre héros reste tout de même un peu plus vivant et beaucoup moins cryptique. Parce qu'avec lui, c'est pas si compliqué. Au jeu du fuck, marry, kill, il a déjà fait ses choix. En revanche, c'est vrai que le guerrier noir accuse quelques petits soucis de gestion de colère. Mais est-ce vraiment de sa faute? Après tout, le pauvre est passé sous une cascade d'émotions. Chien errant solitaire, guerrier d'exception, protecteur acharné, loup enragé, homme éreinté, Guts et tout cela à la fois. On dit que les berserkers d'antan prenaient des drogues pour entrer dans cet état de rage. Dans ce cas, celle de Guts est la douleur. Celle d'avoir été élevé sur un champ de bataille par une ordure totale, celle d'avoir enfin gagné quelque chose d'irremplaçable pour le perdre aussitôt, celle de n'avoir connu que solitude et trahison, celle de ne pouvoir se contrôler, celle de ne pouvoir se pardonner. Oui, dans le fond, Guts n'est que souffrance. Une souffrance perpétuelle, rappelée par son membre fantôme, par son œil crevé, par la semi-présence de Casca, son seul amour, à présent empli de haine à son égard. Une souffrance qui l'obsède, le gangrène, le corrompt, jusqu'à le posséder entièrement, jusqu'à ce que l'homme devienne le monstre, jusqu'à ce que Guts devienne Berserk. Et au final, s'il en est l'étendard, le guerrier noir n'est pas le véritable moteur du manga. Il subit, en équilibre entre action et impuissance, les affres du second et encore plus fascinant protagoniste. Celui
qui ne saurait être résumé en une seule phrase. À moins que... Je suis la tête d'affiche, pas d'ongles mais des griffes, on fait pas plus riche, dans WoW je suis le roi liche. Sur moi repose le pitch, en face t'es juste kitsch, le vrai de sa rich, tu veux pas que je switch. Je suis la bad bitch. Ouais. Comme l'ont si joliment résumé Megan Thee Stallion et Cardi B, ce cul. Griffith a le cul bordé de nouilles. Et en tant que bonne bad bitch, il n'hésite pas à le vendre pour parvenir à ses fins. Peu de personnages sont aussi clivants que le faucon blanc. Griffith, soit on le hait, soit on le déteste. Plus j'y songe et plus je tends à penser que Griffith pourrait bien être le plus bel antagoniste de la fiction. Pas par rapport à son minois, mais sa grandeur, son chemin, sa portée. Parce qu'au final, qu'y a-t-il pour lui tenir tête ? À vrai dire, moi j'en vois que deux. Askeladd, le fils des cendres, et Light Yagami, le fils de... un fils quoi. Alors surtout, ne vous fiez pas à sa belle gueule. Griffith n'est pas un enfant de cœur, c'est un monstre. Directement inspiré de Lady Oscar, Griffith a tout du prince charmant, mais le cœur d'un démon. Mais bon, franchement, la bande du faucon aurait dû le voir venir, parce que le bonhomme ne s'en cache pas. Il affiche sans vergogne des ambitions démesurées, prend Guts entre quatre yeux pour lui dire que c'est sa chose à présent, et si jamais cela ne suffisait pas à se dire « Tiens, est-ce que c'est vraiment une si bonne idée de suivre ce type qui a l'air un peu dégénéré sur les bords ?» L'une de ses premières répliques est « Ce que je désire, je l'obtiens toujours ». Ça fait quand même pas mal de red flags. Le problème, c'est que le bougre n'est pas seulement calculateur et charismatique. Non. Lui baigne carrément dans une lumière divine. Une aura céleste mise en évidence lors de son premier affrontement contre Guts, au cours duquel il réalise un move qui tient du divin. Ce qui est d'ailleurs confirmé par le public qui le qualifie de dieu. Tiens. Et cette évocation divine le suit pendant tout l'âge d'or, que ce soit dans ses répliques, c'est moi qui déciderai où et quand tu devras mourir, dans le fait qu'il est souvent magnifié en contre-plan, enveloppé d'une lumière surnaturelle, ou dans les colombes blanches qui semblent l'accompagner partout où il va. Et évidemment, à ce stade, le lecteur sait déjà ce qu'il se trame, ce qu'est devenu Griffith, mais cela ne fait que renforcer l'impact des scènes, peu importe qu'il se montre bienveillant et affable, ou ambitieux et tordu. Mais ce qui définit vraiment Griffith, c'est un rêve. Né tout en bas de l'immuable échelle sociale, l'enfant sans le sou, incapable de se procurer une tranche de pain, jouait dans les allées pavées pour oublier sa faim. Mais chaque soir, alors que le soleil se couchait, il se retrouvait malgré lui, attiré par le flamboyant château, recevant les derniers rayons du soleil mourant. Et déjà très jeune, Griffith avait une intime conviction. Un jour, tout ça sera à lui. Maintenant, tout est question de savoir jusqu'où un homme est prêt à aller pour réaliser son rêve. Griffith, lui, a fait son choix. Pour atteindre son rêve, il partira en guerre. À la tête d'une petite bande de mercenaires, le faucon entreprit de se faire un nom dans Midland, le royaume qu'il a vu naître, le royaume en lutte depuis plus de 100 ans. Son épée taillera sa légende, car sur un champ de bataille, personne ne lui résiste. Après un énième exploit, Griffith fut adoubé par le roi. Le misérable gamin devint vicomte. Doldrey était un point névralgique de la guerre entre le Tudor et Midland, mais surtout une forteresse imprenable, défendue par la meilleure armée de Tudor et dirigée d'une main de fer par une vieille connaissance. Les plus grandes armées du royaume s'y étaient toutes cassées les dents, les unes après les autres. Seulement, la conquérir assènerait un coup si fort que cela mettrait un terme à la guerre. Alors, quand les plus grands généraux, complètement dépassés, arrivèrent à court d'idées, Griffith stipula qu'il allait s'en emparer, et qu'il le ferait seul.
Une fois que ce fut chose faite, le Faucon devint le sauveur de Midland et fut promu général des armées. Jamais un roturier ne s'était élevé à un rang aussi élevé. Mais ce n'était que le début. Jusqu'ici, tous ses plans s'enchaînaient et se déroulaient parfaitement. Véritable chef d'orchestre, il n'y avait pas la moindre fausse note dans sa mélodie. Mais le départ précipité de Guts le plongea dans la tourmente et lui fit commettre la seule erreur de sa vie. Après un petit passage à vide et un relooking osé, Griffith renaquit. Alors, la véritable conquête put démarrer. Il défit empereurs, monstres, créatures de légende et érigea sa cité de lumière. Jusqu'à s'élever si haut que son ombre s'en retrouva projetée sur la totalité de ce monde. Jusqu'à faire d'un rêve démesuré une réalité. Et vous, c'est quoi votre rêve? Bon allez, puisque vous voulez la solution, je vous la donne. Il n'y a jamais eu qu'une seule façon d'arrêter une bad bitch comme Griffith. Et c'est la bitch slap. Si on devait résumer Berserk à un seul moment, ce serait probablement l'éclipse. Avant d'entrer dans l'âge d'or, on sait déjà grosso merdo ce qu'il va se passer. Et faire un flashback qui repose sur un twist final dont on connaît déjà l'issue, ça demande une sacrée confiance dans son storytelling. La tension monte crescendo au cours de l'arc. Quand la joyeuse troupe descend dans les oubliettes de la plus vieille tour de la capitale, Casca laisse échapper sa torche et dévoile les vestiges d'un empire oublié, sur lesquels repose une montagne de corps portant la marque du sacrifice. Après tous ces volumes, cette piqûre de rappel prend aux tripes. On se remémore que Griffith doit fusionner avec un corbeau à un moment, et vu l'état de santé actuel du bougre, comme il ne saurait tenir 2 tomes de plus, cela ne devrait plus tarder. Une fois libéré, notre prince, plus trop charmant, tente d'étrangler Guts, qui prend ça pour un câlin. Oh, que c'est fucked up. Puis, il se fait trimballer comme un gigot dans une charrette, avant de tenter d'en finir de ses propres mains, parce que franchement, à quoi bon? Enfin, au terme d'un arc très sobre et réaliste, on renoue légèrement avec la fantaisie promise, avant de plonger dedans la tête la première, pour un final qui en aura marqué plus d'un. Ironiquement, le manga connut une énorme chute de popularité au Japon à ce moment-là, à un point où Miura et son éditeur, inquiets de voir la série se faire stopper, se demandèrent s'il ne fallait pas rebrousser chemin. Les deux eurent ce moment délicat du on a peut-être fait une connerie là, hein? Mais l'un comme l'autre savait que c'était trop tard à présent. Du coup, comme on dit au pays du soleil levant, Tchala, Inchala. Quitte à y aller, on y va franco. Et c'est une boucherie. Une vision organique, horrifiante et personnelle de l'enfer. Un cauchemar couché à même le papier. Je sais que beaucoup de lecteurs ne ressortent pas indemnes de l'éclipse. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les personnages auxquels on a eu le temps de s'attacher pendant 11 volumes, eux, n'en ressortent pas du tout. Et ce sont les apôtres des premiers volumes qui s'en chargent. Le baron Limas prend Pipin pour une papillote, tandis que la succube que Guts explose sur les premières planches envoûte Carcus, le type que personne n'a jamais aimé. Ah, par elle du coup apparemment. Judo se fait fouetter à mort par un truc, et Casca, on va même pas en parler. Ce qu'il faut retenir, c'est que Guts n'est pas content. C'est que Griffith, lui, est refait. C'est que Miura, insatisfait des flashbacks trop courts pour s'investir émotionnellement, soit allé jusqu'au bout de ses idées, malgré la pression populaire, et sacrifié les 3/4 de ses personnages développés sur plus de 5 ans. C'est qu'il est décidé d'épargner Casca pour qu'elle rappelle en permanence les horreurs de l'éclipse à son héros. Pour que celui-ci reste incapable d'oublier. Pour que sa rage ne disparaisse jamais.
Les plus attentifs d'entre vous l'auront remarqué, la transition entre le chapitre 82 et 83 de Berserk n'est pas franchement d'une fluidité sans faille. Un coup, on voit Griffith en pleine transformation, alors qu'il rencontre une drôle de créature qui se prend pour Dieu, ouais, rien que ça, et puis ça enchaîne direct sur Guts qui tranche des apôtres comme si de rien n'était. Et on n'entend plus jamais parler de ce dieu, incarné sur une planche magnifique, dans un moment de fascination extrême. C'est parce qu'entre les deux figure le chapitre oublié, un chapitre en interstice entre le monde physique et astral, un chapitre dessiné il y a fort longtemps, un chapitre supprimé à jamais. S'il sortit bel et bien dans le Young Animal, le magazine prépubliant chaque chapitre de Berserk, Miura décida de le retirer des volumes reliés parce que, je cite, « Ouah fada, j'étais arraché quand je l'ai dessiné celui-là !» Plus sérieusement, il a jugé que ces 20 pages révélaient trop d'informations sur son monde, que l'apparition de Dieu dans son manga déterminait sa portée et pouvait limiter la liberté de développement du futur de l'histoire. Ouais, rien que ça. Ce qui prouve quand même le niveau de réflexion quasiment métaphysique d'un auteur pas comme les autres. Donc, pour résumer, le chapitre 83 dévoile une entité du monde idéal, la seule qu'on connaisse à vrai dire, et elle se nomme elle-même l'idée du mal. Sorte de cœur gigantesque, recouvert d'yeux, ces valves expulsent une substance gazeuse et deux d'entre elles s'étendent en dessous sous la forme d'une double hélice, similaire à la structure de notre ADN. Immergée dans un océan de sentiments, cette chose explique que tous les êtres humains possèdent une conscience collective, enfouie au plus profond de leur âme, qui dépasse leur individualité, et qu'elle est née de leurs pensées malveillantes. Quel est ce monde? Les ténèbres qui vivent dans chaque cœur. Quelle est l'idée du mal? Quel est Dieu? Créée par les hommes pour justifier des causes de leur malheur, c'est maintenant elle qui tisse leur destinée. C'est donc elle qui a créé le chemin emprunté par Griffith, elle qui l'a fait rencontrer Guts, elle qui lui a remis la Béhérite rouge. Et quand Griffith, en passe de devenir l'archange Femto, demande ce qu'elle attend de lui, l'idée du mal lui répond une chose et une seule. Fais comme tu le désires. Et maintenant, laissez-moi vous révéler le plus grand secret de tout Berserk, puisque le point le plus important du chapitre, l'élément crucial, incompris par la totalité des lecteurs, et qui demeure pourtant la véritable raison de la suppression de ce passage, c'est que... Ah, bah j'ai oublié. L'arme de rosée est le dernier chapitre ancré par Kentaro Miura. Coïncidence ou causalité, il constitue sans l'ombre d'un doute le moment le plus paisible de tout le manga. Aucune violence pour ces ultimes pages, mais de la légèreté, de la sérénité et de l'amour. À n'en plus reconnaître l'œuvre. Casca avec son fils dans ses bras, réveillé par un doux rayon de soleil. Toute la bande partageant un pique-nique après s'être amusé dans la rivière. Et je n'aurais pas cru voir un jour Papa Guts jouer avec l'enfant du clair de lune comme un père avec son fils. Aussi, j'en viens à me poser une question. N'est-ce pas là une fin parfaite ? La poésie de ce contraste est saisissante. Personnellement, j'aurais trouvé cette fin satisfaisante. Bien sûr, penser qu'on pourrait conclure sur une scène aussi douce et légère était à la fois méconnaître et sous-estimer Miura. Non, on va plutôt finir, malgré lui, sur l'un des plus gros cliffhangers de la fiction. Un twist que personne n'a dû voir venir. Sous les regards estomaqués de Guts et Casca, ceux qu'on prenait pour les parents du garçon au clair de lune, les cheveux ébènes de ce dernier s'ondulent et se teignent de blanc. Son corps grandit, et quand il se retourne, Griffith apparaît. Et cette douce chaleur, apportée par le garçon pendant tout le chapitre, disparaît sur le champ, dans une seule larme versée par le plus bel antagoniste qu'il soit, aussi vite que s'évapore la rosée du matin. J'ai envie de chialer. Pour la beauté des pages, de l'écriture et du talent de Miura. Pour cette terrible perte dont on ne se remettra pas, mais aussi parce que son œuvre ne se sera pas arrêtée sur cette excellence. C'était autrement plus beau de laisser cette incroyable saga en suspension dans le temps, de sacraliser davantage ce pan de culture bâti par un seul homme, de laisser flotter une œuvre somptueuse jusqu'à la fin des temps. Peut-être, juste peut-être, est-ce comme cela qu'on atteint la perfection. Beaucoup me traiteront de fou, que ça ne peut pas se finir comme ça, maintenant, qu'on n'a pas résolu la trame principale, qu'on nous a promis un affrontement prophétique, que la machination de Griffith se doit d'être stoppée, que la colère du berserker ne saurait mourir. Mais j'aime à penser que c'est encore mieux comme ça. Les fans, au cœur brisé, pourront se consoler bien des années plus tard, une fois leur deuil accompli, en se demandant, peut-être par une nuit de pleine lune, comment est-ce que cette histoire aurait dû se finir?
Et si dans 10, 20 ou 30 ans, une seule personne se pose la question, alors l'œuvre qu'on nomme Berserk sera devenue éternelle, et son auteur, Kentaro Miura, immortel. Ouah, eh bah va enchaîner après ça, hein. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai beau me triturer la tête, après la fin poétique de cette partie, je vois vraiment pas, mais alors vraiment pas comment je pourrais continuer. Dans la vie, il n'y a pas de secret. Pour s'élever parmi les 8 milliards d'âmes peuplant notre planète, pour se faire un nom connu par beaucoup et reconnu par tous, pour devenir quelqu'un du calibre de Mozart ou Miura, il n'y a pas 3000 chemins. En fait, il n'y en a qu'un. J'ai coutume de dire que le talent n'existe pas. Il n'y a que le travail. Les personnes illustres ne naissent pas comme telles. Elles ne viennent pas au monde avec une destinée spéciale, un deuxième cœur ou un troisième hémisphère. Mais toutes partagent une qualité, un trait qui les scinde des gens ordinaires. Elles n'abandonnent jamais leurs rêves. D'aussi loin qu'ils se souviennent, Kentaro était assis au fond de la classe, à gribouiller. Dans son cahier de notes, il n'y avait que des dessins. Dans sa tête, un seul objectif, devenir mangaka. 2 mots, un rêve et une vie de travail. À 10 ans, Kentaro dessine son tout premier manga, Mew Ranger. En tout, il publiera 40 volumes dans son école primaire pour ses camarades, ravis de suivre l'histoire d'un super-héros local. Au lycée, il s'inscrit dans un programme d'études artistiques et y fait la rencontre de nombreux aspirants mangaka qui deviendront à la fois amis, rivaux et inspiration. Chacun a donné ses traits et une partie de son caractère au commandant de la bande du Faucon. Par contre, pour Griffith, il fallait quelqu'un de très spécial, quelqu'un d'unique. Koji Mori. Bâti comme Guts, il agissait en tant que leader du groupe d'amis, et il partageait de singulières ressemblances avec Griffith. Lui aussi possédait cette aura divine. Il sortait, buvait et se battait chaque soir, puis retournait chez Miura pour dessiner des mangas jusqu'au petit matin, avant de partir à son mi-temps, sans dormir. Il était incroyable. Une fois à l'université, Koji a abandonné son rêve de devenir mangaka pour réaliser des choses qui rendraient ses amis jaloux, que ce soit coucher avec une centaine de filles ou trouver un job dans une entreprise de premier plan. Peu importe ses chances de réussite, il parvenait chaque fois à ses fins, comme par miracle. Puis, encore dans la vingtaine, Koji est devenu illustrateur pour une boîte très prestigieuse et il a commencé à gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par an. La vie lui souriait, tout lui réussissait. Alors, pour ne pas se laisser distancer, Miura donnait absolument tout pour son manga. Comme il craignait de ne pas avoir assez de vécu pour raconter une histoire intéressante, il s'abreuvait de celle des autres. Chaque film, chaque roman, chaque manga le nourrissait petit à petit, pendant que sa main traçait, déliait et ancrait jour après jour, nuit après nuit. Il voulait plus que tout rattraper Koji, l'égaler, pour qu'il puisse continuer à s'asseoir à la même table, pour qu'il puisse continuer à se regarder droit dans les yeux. Koji était Griffith et Miura, Guts. Évidemment, le seul à ne pas réaliser le génie de Miura, c'était lui-même. Je ne me considère pas comme quelqu'un de spécial, disait-il. Je pense plutôt être une personne ordinaire. Pourtant, à 18 ans, Kentaro devint l'assistant de Morikawa, l'auteur de Hajime no Ippo, et il tint 3 jours avant de se faire envoyer aux ISEC. Il était trop bon, meilleur que le maître à vrai dire, ce qui déprima d'ailleurs Morikawa, et comme celui-ci n'avait rien à lui apprendre, il encouragea Miura à se lancer pour raconter l'histoire de ce guerrier noir qui apparaissait à maintes reprises dans ses brouillons. Miura s'exécuta et rapidement il rencontra un succès comme on en voit rarement. Son œuvre, encensée par le public, par la critique, par tous ceux capables de voir, y compris son meilleur ami. Et bien des années plus tard, Miura apprit que la violence de Koji provenait d'une intense jalousie. Abasourdi par les planches de son rival, Koji, voyant son rêve s'éloigner, se battait pour essayer de l'oublier. Finalement, Koji était bien Guts, et Miura, Griffith. Et comme le dirait ce dernier, on n'échappe pas à son rêve.
Peu importe la personne, son rang ou son histoire, tout le monde a un rêve au moins une fois au cours de son existence. Ce rêve les soutient, les fait avancer, souffrir et insuffle une seconde vie en eux. Et il les tue. Même longtemps après l'avoir abandonné, il reste présent, tapis dans leur cœur. Aussi, Koji quitta son job en or pour se relancer une dernière fois dans la bataille. Incapable d'oublier ses rêves de manga, maintenant, ce serait à lui de poursuivre, d'avancer dans l'ombre de Kentaro Miura, devenu l'illustre auteur de Berserk. Et à 34 ans, à force d'acharnement, il y parvint enfin en publiant le très bon Holy Land, dans le même magazine que son meilleur ami, le seul à n'avoir jamais douté de lui, le seul à l'avoir toujours encouragé. Parce que quand Koji avait définitivement tiré un trait sur son ambition, Miura, lui, savait que tôt ou tard, il reviendrait. Il n'avait pas passé toutes ses nuits à dessiner pour rien. Même quand Koji avait abandonné, Miura, lui, savait. Comme il le répétait si souvent, ils ne formaient qu'un, inséparables depuis le collège. Puis, 20 ans plus tard, alors au sommet de son art, Kentaro Miura s'éteignit. Bien sûr, avis spécial, mort spéciale. La dissection aortique est une maladie rare, avec une prévalence de 0,05%. On compte 3 cas pour 100 000 personnes. Beaucoup eurent du mal à le croire. Certains refusèrent de l'accepter. Internet, de son côté, entra en deuil. De nombreux mangaka et artistes de renom lui rendirent hommage les uns après les autres. Tous les grands médias de ce monde, sans une seule exception, mirent leurs plus belles plumes sur un dernier article. Et Koji, le cœur brisé, fit la seule chose qu'il pouvait. Il dessina leur rencontre, leur histoire, ses adieux. Alors, pendant un court instant, le monde s'arrêta de tourner. Le roi venait de mourir, comme il l'avait lui-même prédit. Quand j'aurai fini Berserk, je serai occupé à reprendre des forces. Puis, une fois requinqué, je reprendrai de plus belle pour une autre histoire. Après tout, c'est le destin des mangaka que de mourir sur leur table de dessin. Au final, comment juge-t-on une œuvre? Au nombre de copies vendues? À l'influence qu'elle a exercée sur les autres? La vérité est qu'on ne peut juger une œuvre qu'à l'impact qu'elle a eu sur nous. Plus que la violence, la vengeance, la misère ou la haine, Berserk est une leçon de persévérance. Celle apprise puis délivrée par Kentaro Miura, un homme parti à la conquête d'un rêve inaccessible. Et rien ne le retranscrit mieux que ses propres mots, exprimés à travers les pensées de Guts à la fin du volume 8, au moment où il se sépare de Griffith et de la bande. Tout va bien. Ce n'était rien. Rien du tout. Comme un caillou que l'on fait rouler sur le bord du chemin. Ce que tu vas atteindre est bien plus grand, bien plus loin. Alors, tout va bien. Tu te redresses et tu commences à marcher. Tout de suite. Il est maintenant temps de te reposer, Miura. Je pense que le monde entier sera d'accord pour dire que tu l'as bien mérité. Puisque, n'en déplaise à Koji, Miura n'a jamais connu de rival. Puisque Berserk a toujours été un chef-d'œuvre sans égal.
Et vous, c'est quoi votre rêve ?